À La Baule, la plage et ses activités commerciales sont désormais gérées par un groupe privé, Veolia. Il vient de dévoiler ce jeudi les noms des établissements retenus pour s'installer sur la plage l'été prochain. Problème, 3 commerces historiques n'ont pas été retenus. Ils vont devoir cesser leur activité. Jean Annex. Le Nocibé ne sera plus le repère de la jet-set bauloise. Le restaurant ne fait pas partie des 20 candidats sélectionnés par Veolia. Il sera remplacé par une microbrasserie au dossier de candidature plus solide, selon les décideurs. C'est un choix objectif, clairement, puisque chaque candidat a pu, effectivement, via des systèmes de notation, être évalué et audité. Alors c'est des critères techniques, des critères de capacité professionnelle à tenir un établissement de restauration, des critères architecturaux et une ambition portée sur le projet pour faire en sorte de pérenniser les établissements et donc des critères aussi financiers qui ont été évalués par un comité de Veolia mais aussi des personnes tierces et validés par l'État. 17 des restaurateurs actuels ont été prolongés pour un bail de 12 ans. 3 sont priés de cesser leur activité pour être remplacés. Parmi eux le Nocibé donc, mais également le Papagayo. Après 7 saisons estivales, son propriétaire va devoir fermer l'établissement et sans doute le faire démonter. Difficile à digérer. On s'y préparait, mais quand on prend un coup dans l'os du foie, ça fait quand même mal. Donc une demi-surprise. Tout ça s'est fait dans l'opacité la plus complète. On n'a aucune information des méthodes de traitement de nos dossiers, avec une mairie qui quand même globalement nous a totalement laissé tomber. Monsieur le maire avait toujours dit qu'il soutiendrait les exploitants actuels et il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'il allait essayer de reprendre sa plage, il n'en a plus le pouvoir. Le maire est en culotte courte et il nous a laissé tomber. Il a laissé tomber la plage, la plus belle plage d'Europe. L'association des restaurateurs n'exclut pas de saisir à nouveau la justice dans ce dossier. Des recours ont déjà été déposés pour tenter de retirer à Veolia la gestion de la plage. Ils pourraient être examinés début 2018. Sans surprise, la Sarthoise Christelle Morancet a été élue ce jeudi à la tête de la région Pays de la Loire. Une présidence qu'elle souhaite dans la continuité de celle de Bruno Retailleau, ce que regrette une partie de l'opposition. Julien Herpin. Il a vécu ce vote sans surprise aux côtés de celle qu'il a choisie pour assurer sa succession. Bruno Retailleau était donc le premier à féliciter Christelle Morancet pour son élection. Et en toute logique, c'est dans une continuité assumée avec le début du mandat que la première femme présidente de la région Pays de la Loire va s'inscrire. Car si je crois à la sincérité, je crois aussi à la parole donnée, aux engagements tenus, et en particulier à ceux que nous avons pris devant les Ligériens. 95% de ce programme est lancé et je souhaite être dans cette continuité, le faire vivre justement sur les territoires et puis donner une impulsion, comme j'ai pu l'évoquer ce matin, une impulsion sur l'emploi. Je veux faire plus sur l'emploi. Au cours de la matinée, les différents groupes d'opposition ont semblé vouloir laisser à Christelle Morancet le bénéfice du doute. Pas d'attaque frontale, mais pas de blanc-seing non plus. Je pense que nous allons devoir affronter ensemble un certain nombre de difficultés, notamment sur le plan du financement de notre région. Et je pense qu'il serait malvenu de partir dans un petit peu toutes les directions pour des questions de politique politicienne. On a dressé un bilan de Bruno Retailleau, les erreurs que constitue le recul des politiques de recherche, d'économie, l'abandon de la formation d'un certain nombre de chômeurs, les retards sur les travaux dans les lycées. On va continuer à porter ces convictions et cette analyse. Après, c'est au budget que Christelle Morancet présentera ses choix et qu'on pourra juger sur pièce. Majorité et opposition qui ont d'ores et déjà eu l'occasion de débattre avec l'examen ce jeudi du débat d'orientation budgétaire. C'était la 4e mobilisation sociale depuis la rentrée, mais à Nantes, la manifestation contre la réforme du Code du travail a moins mobilisé. Éric Egon. Cette politique est au service des puissants. Ils étaient entre 500 et 800 manifestants à s'être donné rendez-vous devant la préfecture cet après-midi. Quelques discours et le cortège a pris la direction du Miroir d'eau. Une manifestation sans heurts, hormis un tag sur la préfecture. Aujourd'hui, on la peint, demain, on la prend. Un rassemblement qui a moins fédéré que les précédents. Il n'est pas question de la comparer aux autres grosses mobilisations, mais il est question d'occuper le terrain. En attendant, on l'espère, un élargissement du mouvement. On lâche rien évidemment, parce que c'est quand même l'avenir des salariés qui est en cause, et y compris d'un modèle social, puisque ce qui est avec Macron, même si les politiques ne changent pas vraiment, on a une accélération et une volonté de transformer complètement notre modèle social, avec derrière la précarité généralisée pour ceux qui travaillent maintenant, mais pour la jeunesse aussi qui vient.
Une réunion intersyndicale est prévue la semaine prochaine à Paris, avec à l'ordre du jour une possible manifestation de plus grande ampleur mi-novembre. Après 2 revers consécutifs en championnat, le HBC Nantes se rassure face à Aix-en-Provence. Hier soir, dans leur salle de la Trocardière, les hommes de Thierry Anty ont battu les Aixois 29-24. Après une première mi-temps équilibrée, les Nantais ont pris la mesure de leur adversaire grâce notamment à une défense retrouvée et à un grand match de leur arrière, Eduardo Comindo. L'Espagnol termine la partie avec 10 buts et 91% de réussite au tir. Le H remonte à la 5e place du championnat de France de première division. Prochaine rencontre ce samedi à domicile en 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Raphaël. Non, ça a été un véritable combat d'arriver à faire comprendre qu'il y avait une place très spécifique de l'activité physique et sportive dans le champ de la cancérologie. Nous, ça fait 17 ans qu'on a commencé. Et au début, quand on a commencé à parler de ce qu'on faisait, de cours que l'on donnait aux patients, les gens nous ont regardés en nous prenant pour des gentils, quoi. Ils nous regardaient avec un sourire bienveillant, mais ils n'étaient pas très convaincus de ça. 17 ans après, il y a suffisamment d'essais au niveau international et au niveau clinique qui montrent qu'il y a un véritable intérêt thérapeutique à prendre en charge des patients pendant les traitements et à leur faire des programmes d'activité physique et sportive. Le sport, on peut le dire, on peut ne plus avoir peur de le dire maintenant, c'est une thérapeutique, c'est un traitement qui est non médicamenteux, mais c'est un traitement et qui a des bénéfices reconnus pour améliorer des symptômes, pour lutter contre la rechute de manière efficace. C'est un vrai changement sur le symptôme principal qui est recueilli par tous les patients dès le début de la prise en charge de la maladie cancéreuse, qui est la fatigue. La fatigue, c'est un symptôme qui va être lié à la maladie et au traitement sur le déconditionnement physique. Et l'activité physique qui va être bien conduite, régulière, va permettre d'améliorer significativement la fatigue, là où le médicament n'a évidemment aucun impact. Et bien sûr, toute la dimension psychologique, la qualité de vie, l'amélioration du sommeil, moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure estime de soi, garder un lien social, le retour à l'activité professionnelle. Donc pour tout ça, oui, c'est pas que pour les symptômes cliniques. Ce qui nous manque aujourd'hui, clairement, c'est le financement de ce type de pratique. C'est-à-dire c'est le fait d'aller jusqu'au bout du geste que l'on a initié avec une loi comme la loi sport sur ordonnance, qui dit finalement le sport est bon pour la santé et on le reconnaît comme tel, mais on ne donne pas les moyens aux pratiques de pouvoir s'implanter. Alors il faut être raisonnable, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de rembourser les gens qui vont dans des clubs sportifs et de leur payer leurs cotisations. Il s'agit de s'occuper de patients donc qui sont malades et de s'assurer que dans ces patients-là, les pratiques que l'on propose ont une visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles ont une raison d'être parce qu'elles s'inscrivent de manière efficace dans un parcours, une stratégie thérapeutique. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui depuis longtemps et ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, c'est d'apporter une pratique qui a fait ses preuves et qui s'inscrit clairement dans un parcours d'une stratégie thérapeutique dont le but du jeu est d'aider les gens à pouvoir guérir de leur cancer. Et ça, aujourd'hui, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale.